Peut-on être ivre à cause de son microbiote ? C'est très rare, mais ça existe et les scientifiques commencent à comprendre pourquoi. Une carte inédite du dessous de la calotte glaciaire de l'Antarctique vient d'être révélée et c'est vraiment fascinant. On a la preuve que les vaches utilisent des outils pour se gratter. C'est la vidéo scientifique du mois. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, bienvenue à vous dans cette émission qui s'appelle Avec des scies, qui traite de l'actualité scientifique 2 fois par mois. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos récentes publications. Tout au long de l'émission, on vous propose aussi de deviner notre actualité mystère qu'on vous révèle à la toute fin. Et pour ça, on vous donne quelques petits indices, à commencer par celui-là. Ouais, premier indice, cela concerne une actualité qui a fait beaucoup parler dans les médias ces dernières semaines, sûrement parce qu'elle est unique en son genre et permet de classer les gens au cours de leur vie. Classer les gens. On vous donne un indice supplémentaire pour les gens qui nous soutiennent sur Ulule, et le voici. Voilà, réponse à la fin de l'émission pour l'actualité mystère. Et on commence tout de suite avec la grosse actu du jour, l'actualité waouh. Peut-on être bourré sans jamais avoir pris une goutte d'alcool ? Vrai sujet d'étude aujourd'hui avec des scies. Oui, il s'agit d'un phénomène très rare, mais de plus en plus documenté. On parle du syndrome d'auto-brasserie, c'est comme ça que ça s'appelle, et certaines personnes présentent des signes d'ivresse après avoir mangé alors qu'elles n'ont consommé aucun alcool. Par exemple, il y a le cas d'une femme qui était incapable de marcher après avoir reçu du glucose lors d'un test de diabète. Et c'est absolument pas subjectif, on mesure vraiment de l'éthanol dans son sang ou quand on la fait souffler dans un ballon. Et la forte concentration du taux d'éthanol entraîne des lésions dans le foie et a de vraies conséquences sociales sur la vie de ces personnes atteintes de ce syndrome, exactement comme si elles buvaient activement de l'alcool. C'est quand même assez bizarre de faire un test pour ton diabète et de finir, tu rentres à la maison puis t'es un peu bourré, c'est un peu bizarre. Alors, si l'alcool ne vient pas d'une soirée un petit peu trop intense, c'est sûrement que ça vient d'un problème à l'interne, comme on pourrait dire, c'est-à-dire au niveau de la flore intestinale. Dans l'intestin, on a entre autres des bactéries qui dégradent en permanence ce que nous mangeons. Elles digèrent les fibres, synthétisent des vitamines, facilitent l'assimilation des nutriments, jouent un rôle dans la protection contre des pathogènes, etc. Bref, méga utile, voire même indispensable en fait. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et parmi ces bactéries, on en a certaines qui sont capables de transformer des sucres en éthanol. Dans l'intestin, les niveaux d'éthanol produits sont extrêmement faibles chez la grande majorité des individus, tellement faibles que c'est vite métabolisé par le foie et donc sans conséquences cliniques. Mais quelle est la bactérie qui est problématique chez les patients qui sont malades ? Là, c'est l'objet de l'étude dont on vous parle aujourd'hui. Ouais, une étude qui vient d'être publiée dans le journal Nature Microbiology, la plus grande jamais réalisée sur ce syndrome. Ils ont analysé les selles de 22 patients atteints de ce syndrome. Moi, je sais, parfois la science peut être très glamour. Et ils les ont comparés avec les membres non malades de leur famille vivant sous le même toit. Pourquoi faire ça ? En fait, c'est une façon de contrôler les facteurs environnementaux et alimentaires qui pourraient influencer les microbiotes intestinaux. Donc la famille a servi de contrôle, si on peut dire ça comme ça. Alors, première chose, ils ont mis en culture les selles avec du sucre. Résultat, on obtient une production d'alcool, de beaucoup d'alcool. Alors que les selles des personnes contrôle, qui mangent la même chose, n'en produisent quasiment pas. Ces mêmes patients présentaient aussi des signes de lésions hépatiques et l'un d'entre eux souffrait même d'une cirrhose. Et on le précise, sans boire d'alcool, juste avec l'alcool que son corps produit malgré lui, ce qu'on appelle l'alcool endogène. Donc on confirme bien que les 22 participants sont bien atteints de ce syndrome. Alors 22, ça paraît pas beaucoup, en plus on a précisé que c'était la plus grosse étude du genre, c'est parce que c'est une condition médicale extrêmement rare. Et deuxième chose, avec des outils d'analyse de l'ADN, on est capable de savoir quelles bactéries sont présentes dans les selles et en quelle quantité. Et on a 2 bactéries qui ont retenu leur attention. D'abord, Klebsiella pneumonia, très présente chez les personnes malades. Alors on n'est pas très surpris en fait d'avoir cette bactérie dans les selles. Pourquoi ? Parce qu'en 2019 même, on avait une étude qui avait été faite, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et ça a été le point de départ pour faire l'analyse de ce syndrome-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une couverture médiatique et en fait la petite histoire c'est que le chercheur a mis en avant cette bactérie-là et ça a fait du bruit en fait dans la communauté scientifique et les scientifiques se sont rendus compte qu'il fallait qu'on trouve plus de monde en fait qui pourrait avoir ce syndrome-là. Et donc ça a permis ensuite de faire l'étude qu'on vous présente aujourd'hui, donc ça a été le point de départ de plein de choses. Et deuxième bactérie, une autre bactérie que vous avez probablement déjà entendue, on a ici une souche spécifique d'Escherichia coli qui a tendance à produire beaucoup d'éthanol, et en plus de ça, ces bactéries sont capables de résister à l'alcool qu'elles produisent elles-mêmes.
ce qui leur donne vraiment un gros avantage pour coloniser l'intestin. Et puis troisième point, les chercheurs ne se sont pas contentés de regarder qui était là, ils ont regardé ce qu'elles faisaient, ces bactéries-là. Et ils ont découvert que chez ces patients, les voies métaboliques de la fermentation étaient en sur-régime. Donc ce qu'on appelle les voies métaboliques de la fermentation, c'est-à-dire que tous les chemins qui doivent être empruntés pour arriver à fermenter des aliments. Et les bactéries utilisent une voie spécifique appelée la fermentation acide mixte et elles prennent le glucose du repas et le transforment massivement en éthanol. Et là, c'est intéressant en fait de connaître cet aspect métabolique, de connaître le chemin vraiment, parce que ça ouvre la voie à des potentiels traitements qui pourraient bloquer une de ces voies utilisées par les bactéries afin de diminuer les symptômes de la maladie. Donc, c'est très prometteur. Alors justement, ce qui a retenu mon attention dans cette étude, ce sont les pistes de solutions pour ces patients. L'un d'entre eux, en fait, c'est un homme qui a développé ce syndrome après avoir pris un antibiotique pour soulager une prostatite, c'est-à-dire une inflammation de la prostate. Et en fait, ça a détraqué tout son microbiote. Il vivait vraiment un enfer, hein, ivresse soudaine, agressivité, problèmes sociaux, bref, aucun traitement ne fonctionnait. Les chercheurs ont tenté, le tout pour le tout, avec une greffe de matière fécale. Oui, ils lui ont fait avaler des capsules contenant les selles d'un donneur sain. Pendant 3 mois, plus d'alcool dans le sang, il se sentait revivre, son comportement était redevenu normal. Sa famille disait qu'elle avait retrouvé l'homme qu'il était avant. Malheureusement, il y a eu une rechute, l'ivresse est revenue. Alors, une des hypothèses, c'est que la greffe n'avait pas suffi à éradiquer ce qu'on appellerait les mauvaises bactéries cachées au fond de son intestin. C'est celles qui seraient planquées en fait dans ce qu'on appelle les cryptes de l'intestin, les petits recoins. Donc, elles ont pu se proliférer, se développer et donc provoquer une rechute. Reprendre la place qu'elles avaient perdue à la base. Ils ont fait une deuxième tentative en utilisant cette fois-ci des antibiotiques un peu plus puissants, suivis de plusieurs cycles de greffe fécale pendant 6 mois et ça a fonctionné, rémission totale depuis plus de 16 mois aujourd'hui. Il a même pu recommencer à manger des glucides complexes, ce qui est quand même preuve que ça fonctionne. Et en analysant ces selles après coup, ils ont bien observé que son microbiote ressemblait enfin à celui du donneur. Les souches problématiques d'Escherichia coli qui produisaient trop d'alcool avaient totalement disparu. Ouais, mais il a fallu un traitement sacrément plus complexe. Ouais. C'est donc une fin heureuse pour ce patient et c'est une très très bonne nouvelle. Évidemment, l'étude elle a quelques limites, comme toujours. Déjà, la taille de l'échantillon, 22, ça reste très peu pour faire des généralités, observer des tendances solides. En même temps, on aura du mal à faire des études avec beaucoup plus de patients. C'est un syndrome qui est méconnu, donc le recrutement des patients, c'est un vrai challenge. Donc c'est déjà ça, d'avoir 22 personnes, et que des hommes aussi, donc on manque de données pour savoir comment ça se passe chez les femmes, mais ça va venir au fur et à mesure du temps. Ouais, puis autre point, c'est que le traitement par greffe fécale a été testé que seulement sur un seul patient, pour l'instant en tout cas, à voir si ça fonctionne chez d'autres patients. Toujours est-il que ce papier est très important dans le domaine parce que, comme on l'a dit, beaucoup de patients, quand même une étude intéressante, avec significativement quand même pas mal de données, et ça nous donne une cible intéressante. On parlait tantôt des voies métaboliques, on sait ce qui pourrait être une cible thérapeutique chez ces bactéries, qu'est-ce qu'on devrait viser éventuellement, donc on commence à comprendre un peu les rouages mécaniques et génétiques de ces bactéries-là. La greffe fécale, c'est une piste de solution, mais elle est quand même assez intense, on s'entend, dans le sens où en fait, on enlève tout le microbiote, puis on retapisse tout ça avec une greffe de personnes qui ne sont pas malades. Donc, c'est quand même quelque chose de très long et intense. Donc, cibler des voies métaboliques bactériennes impliquées dans la fermentation, ça serait peut-être une approche un peu plus douce, entre guillemets. Affaire à suivre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous renvoyer vers la vidéo que j'avais faite sur Syllabus sur l'évaporation de l'alcool dans la nourriture. Est-ce que ça s'évapore pour de vrai quand on cuit les aliments? Et moi, c'est là que j'avais appris le syndrome d'autobrasserie. C'est comme ça que j'ai découvert ce sujet. Donc, avec l'alcool, le fameux alcool endogène. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo. On vous rappelle les indices et on vous en donne un autre pour l'actualité mystère. Indice numéro 1, je vous rappelle, cela concerne une actualité qui a fait beaucoup parler dans les médias ces dernières semaines parce qu'elle est unique en son genre et qu'elle permet de classer les gens au cours de leur vie. Et deuxième indice, pendant longtemps, on pensait qu'il finissait de se construire tôt, mais en réalité, il évolue toute la vie. De quoi s'agit-il? Réponse en fin d'émission. Cette émission est financée grâce à Stup Media qui nous ont donné une subvention pour 6 épisodes. Donc pendant 3 mois, nous sommes financés pile à la hauteur de nos dépenses. Si vous ne connaissez pas Stup Media, c'est un collectif de journalistes souhaitant assurer l'accès à une information gratuite, sans publicité ni placement de produits. On vous met le lien vers leur site web en description.
Cela dit, l'idée derrière cette subvention, c'est d'avoir 3 mois de répit financier pour justement vous convaincre de nous soutenir. Parce que leur espoir et le nôtre, c'est qu'une fois la subvention terminée, on soit indépendant financièrement. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, ça va dépendre de vous et de notre capacité à vous donner envie de nous rejoindre sur Ulule. En plus, on a ajouté des bonus. Il y a des droits de vote sur des actualités, il y a des remerciements, il y a des bonus vidéo, etc. Et c'est sûr que plus vous serez nombreux, plus on pourra répondre à vos envies aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir sur Ulule et à nous rejoindre. On a vraiment besoin que d'ici la fin de la subvention, notre Ulule soit plus proche de l'ampleur de nos dépenses. Et que vous nous souteniez financièrement ou non, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que plus il y a de vues, plus il y a forcément de soutien et plus il y a aussi d'argent de la part de YouTube. Donc le partage, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Merci. Et on poursuit avec l'actualité. C'est intéressant, Viviane. Oui, on parle d'un gigantesque endroit sur Terre d'une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, qu'on connaît pourtant moins bien que la surface de Mars. Et cet endroit, c'est ce qui se cache sous la glace de l'Antarctique. Donc l'Antarctique, celle qui est au sud. Absolument. Des chercheurs viennent de publier dans le journal Science la carte la plus détaillée jamais produite du socle rocheux de l'Antarctique à l'échelle du continent entier. Donc l'Antarctique, c'est une calotte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur et jusqu'ici les cartes se basaient surtout sur des mesures radar très localisées faites par avion ou au sol. C'était des ondes radio qui permettent de voir entre guillemets sous la glace, souvent en suivant des lignes de relevé tracées par l'humain. Et même si ça fait des dizaines d'années qu'on étudie l'Antarctique, il y a encore des zones qui sont complètement inconnues parce que le problème c'est que les radars ne peuvent observer que la zone qui est située directement sous eux. Et ces lignes de mesure sont parfois espacées de 10 à 100 km. Donc entre deux lignes, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on fait des suppositions, on tente de deviner, on lisse les résultats, et on perd pas mal de détails importants, comme des reliefs, des vallées, etc., etc. Et donc ça nous donne une image d'un paysage qui est plus uniforme que ce qu'il en est vraiment. Mais dans cette étude, l'équipe de recherche a utilisé une approche vraiment différente en combinant plusieurs choses. D'abord, les données haute résolution satellitaires de la surface de la glace. Deuxièmement, les données qui étaient déjà produites, parce qu'elles sont là, donc autant les utiliser. Et puis troisièmement, les principes physiques du mouvement des glaciers de l'Antarctique. Et oui, parce que la glace, c'est pas un bloc rigide, c'est un fluide très visqueux qui s'écoule lentement, mais qui réagit mécaniquement à ce qu'il y a en dessous. Donc, si on imagine un cours d'eau, quand il y a des rochers sous l'eau, il y a des remous ou des vagues à la surface. Ça donne des indices sur ce qui se passe sous l'eau. Alors évidemment que l'eau d'une rivière est différente d'un glacier, mais c'est le même principe. Quand une masse de glace s'écoule au-dessus d'une vallée, d'une colline ou d'un rocher, cet obstacle modifie localement les contraintes dans la glace et ces contraintes se traduisent par de légères déformations de la surface, parfois de quelques mètres seulement, mais mesurables, suffisamment mesurables depuis les satellites. Et le relief sous la glace va imprimer une signature à la surface de la glace. C'est évidemment pas une image directe, mais une sorte de réponse mécanique qui s'intègre sur toute l'épaisseur de la glace. Ils appellent cette méthode la Ice Flow Perturbation Analysis. C'est une méthode inverse, donc on part d'une information en surface pour reconstruire le relief qui est en dessous. Et leur carte a permis de révéler l'existence de beaucoup de choses, comme un réseau de chenaux creusés par l'eau qui s'étend sur des centaines de kilomètres, des vallées, des bassins, etc. Et ils ont quantifié aussi la rugosité du sol en comptant les collines sous-glaciaires de plus de 50 mètres de hauteur. Résultat, ils ont trouvé environ 72 000 collines détectées avec cette nouvelle carte, quand on compare avec 36 000 dans l'un des modèles les plus utilisés jusqu'ici. Donc jusqu'à 2 fois plus de relief que ce qu'on pensait. Et un exemple qui a marqué les scientifiques, dans le bassin subglaciaire de Maud, ils ont réussi à identifier un canal de 400 km de long, profond d'environ 50 mètres, 6 km de largeur. Et ce qui est fascinant, c'est que ces structures n'apparaissaient pas dans les cartes précédentes, pas parce qu'elles n'existaient pas, évidemment pas, mais parce que les méthodes à l'époque ne permettaient pas de les détecter. En fait, les méthodes précédentes les écrasaient entre guillemets. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les anciennes cartes sont biaisées par l'endroit où on fait des mesures radar. Donc là où il y a des données, le relief existe. Là où il n'y a pas de données, on lisse. C'est lisse. Alors pourquoi est-ce que c'est crucial de quantifier cette rugosité ?
parce que la rugosité du sol influence comment la glace se déplace, à quelle vitesse, ou encore nous informe aussi sur la stabilité des glaciers. Et donc, la contribution de l'Antarctique sur l'élévation du niveau de la mer, on sait qu'elle va être importante. Avoir autant de détails peut améliorer les modèles informatiques qui servent à étudier cette évolution future de l'Antarctique, selon les chercheurs. Et les scientifiques ont quand même précisé que cette méthode avait quelques lacunes. En gros, ça permet d'avoir une image globale de l'Antarctique avec plein de nouveaux détails, ce qui est super intéressant et fascinant. Par contre, ça ne permet pas d'identifier les plus petits reliefs. En fait, les anciennes méthodes par radar restent quand même toujours super efficaces. Donc on a une bonne base de travail, une nouvelle base de travail, beaucoup plus cohérente physiquement que ce qu'on avait avant, mais il y a quand même les anciennes méthodes qui fonctionnent toujours très bien. Donc la nouvelle méthode, on a une meilleure image de tout l'Antarctique, et les anciennes méthodes, ça permet d'avoir une meilleure résolution sur un petit endroit. Ouais. Voilà. Ce qui est souvent le cas en fait finalement en physique, je m'en rends compte, en tout cas de certaines études qu'on peut voir, on développe une nouvelle technologie, mais les précédentes permettent sont pas annulées. Elles sont pas annulées, c'est ça, on met pas tout à la poubelle là. Non, surtout pas. Surtout pas. On vous donne le dernier indice pour l'actualité mystère. Ouais, alors premier indice, cela concerne une actualité qui a fait beaucoup parler dans les médias ces dernières semaines, unique en son genre, qui permettrait de classer les gens au cours de leur vie. Deuxième indice, pendant longtemps on pensait qu'il finissait de se construire tôt, mais en fait en réalité il évolue toute la vie. Et troisième indice, ce qu'on recherche est un organe qui consomme une énorme part de notre énergie, même quand on dort. Là, je l'ai donné là, non ? Ça commence à être très très clair. Hein. Ouais. Ça commence à être très très clair. Et on termine avec une actualité un peu spéciale, une photo, la photo du mois, une rubrique dans laquelle vous pouvez intervenir et voter via la plateforme Ulule, Viviane. Et oui, chaque début du mois, on vous propose 4 photos différentes, sans vous donner de contexte, juste la photo, et on vous laisse voter. Et on vous révélera la photo préférée le mois suivant, en vous donnant évidemment un peu plus de détails scientifiques sur l'image en question. Et les donateurs sur Ulule auront même les explications des 4 images cette fois-ci, tandis que nous, ici, là, on n'en fera qu'une image. Donc rendez-vous sur Ulule pour avoir un impact sur le fil conducteur de l'émission. Et pour les donateurs de 10 € par mois et plus, vous pouvez d'ailleurs encore voter pour la photo du mois prochain là, pendant encore quelques jours. Ce mois-ci, avec Viviane, on s'est fait un petit plaisir. On a sélectionné une image qui nous a fait sourire et qui fait du bien en fait en ces temps moroses. Une étude a révélé qu'une vache est capable d'utiliser des outils, pas juste un peu, genre vraiment. Je te montre ces images, Viviane. Regarde-moi ça. Oui, on vous les décrit, même ces images, pour les personnes qui nous écoutent en podcast, parce que oui, nous sommes aussi disponibles en podcast. Ouais. On la voit prendre un balai avec sa langue, le retourner, tourner sa tête vers son dos et se gratter le dos avec le balai. Et on parle ici de la toute première preuve expérimentale de l'utilisation d'outils chez les bovins. Cette vache, elle a un petit nom, elle s'appelle Véronica. Elle a presque, aujourd'hui 13 ans, elle vit dans un petit village au sud de l'Autriche. Elle n'a pas été élevée pour son lait, elle vit presque comme un animal de compagnie. Et en fait, il y a une dizaine d'années, son propriétaire remarque quelque chose d'étrange. Quand elle a une démangeaison, elle attrape un bâton avec sa bouche, avec sa langue, pour se gratter. Ok, mais là, on s'entend qu'on parle de se gratter avec un objet. Ouais. À partir de quand est-ce qu'on met la frontière de « ok, on considère que là, c'est un vrai outil ». Ouais, alors il y a 3 critères, d'ailleurs des critères qui sont discutables dans la communauté scientifique, hein, je me suis un peu perdu dans les détails là-dessus, je vous résume ça, 3 critères importants. Premier, l'objet devient une extension du corps de l'animal. Deuxième chose, il permet de faire quelque chose qui serait difficile, voire impossible autrement, et qui est se gratter le dos. Et troisième chose, l'animal doit ajuster l'orientation de l'objet pour qu'il soit efficace. Et Queen Veronica is amazing, elle coche toutes les cases. Oh. Alors pour Queen Veronica, on ne parle pas de quelque chose d'anecdotique. Les scientifiques ont pu constater ce comportement plus de 70 fois dans leurs études et ils ont placé devant Queen Veronica un balai brosse, donc un côté avec des poils rigides et l'autre avec un manche lisse, un balai brosse évidemment. Et Veronica utilise le côté brosse pour se gratter les zones de la peau épaisse comme le dos ou la croupe, mais lorsqu'elle vise des zones un peu plus sensibles comme le pied ou le ventre, là elle retourne l'outil, elle utilise le manche. C'est un choix. Très précis, c'est un choix. En même temps, c'est ce que, je veux dire, si t'as envie de te gratter, gratte-toi. Oui, non, bien sûr, mais c'est pour dire à quel point c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, c'est pas anecdotique, loin de là. Donc utiliser un seul outil pour plusieurs fonctions distinctes en fonction du contexte, c'est ce qu'on appelle un outil multifonction. Et en plus, elle ajuste sa prise avec sa langue. C'est-à-dire que même si c'est un peu plus loin, hop, elle va prendre l'embout un peu plus loin pour aller gratter dans une région plus éloignée. En fait, elle change de stratégie selon la zone ciblée. On parle donc d'un contrôle moteur très fin et pas juste d'un réflexe.
Alors, des animaux qui utilisent des outils, c'est pas nouveau. On en connaît déjà, hein, des chimpanzés, des corbeaux, des pieuvres, des éléphants, il y en a beaucoup. C'est assez fréquent au final. Mais chez les vaches, ça avait jamais été observé, vérifié scientifiquement en tout cas. Ouais, donc bravo Queen Veronica. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi se gratter ? Probablement pour se soulager des piqûres d'insectes qui sont inaccessibles autrement. À noter aussi que Véronica a accès à des objets manipulables, ce qui est quand même assez rare pour des animaux d'élevage. Donc Véronica n'est peut-être pas une vache si exceptionnelle que ça, mais c'est plutôt son environnement qui est exceptionnel. Les capacités cognitives sont bien là, mais ne s'expriment pas dans des environnements pauvres en stimulation. Et oui, ne sous-estimons pas l'intelligence des animaux, et notamment des bovins. On finit avec notre fameuse actualité mystère. Je pense que vous aviez deviné notamment avec le dernier indice là. Ouais. Ça devenait évident. Si vous avez trouvé la réponse, dites-le nous en commentaire. Ça nous intéresse de savoir si nos indices aident ou pas. Et on cherchait le cerveau. Selon une étude publiée dans le journal Nature Communication, il y aurait 4 moments charnières où la trajectoire du cerveau change vers 9 ans, 32 ans, 66 ans et 83 ans. Donc 5 grandes phases de développement du cerveau. C'est la première étude à identifier des phases de câblage cérébral tout au long de la vie. Une actualité qui a d'ailleurs eu une grosse couverture médiatique. Et ce qui rend cette étude vraiment particulière, c'est la grandeur de la cohorte de participants. Les chercheurs ont rassemblé des données d'imagerie cérébrale de près de 4000 individus âgés de 0 à 90 ans. Ils ont étudié les connexions entre les différentes régions cérébrales et ils ont observé que le cerveau se restructure tout au long de la vie. C'est un processus qui est très très loin d'être linéaire. Alors si on prend les 5 phases une par une rapidement, la première c'est de la naissance à 9 ans, c'est l'enfance. Le cerveau prend du volume, les connexions cérébrales se créent, se consolident, certaines vont disparaître, d'autres vont survivre. Et on enchaîne avec la deuxième phase. Oui, de 9 à 32 ans, donc là c'est l'adolescence du cerveau on va dire. On a un réseau très efficace, à la fois très connecté globalement, mais aussi très spécialisé localement. C'est la seule phase de la vie où l'efficacité du réseau, donc la vitesse de connexion globale, augmente. Ensuite, on a la phase 3, de 32 à 66 ans, c'est l'âge adulte. L'architecture du cerveau se stabilise, pas de changement majeur pendant 30 ans, contrairement aux phases précédentes, c'est une phase de stabilité. Et ensuite la phase 4, de 66 à 83 ans, c'est le vieillissement précoce. On ne parle pas d'un déclin brutal, mais plutôt de légères modifications des connexions neuronales, donc au lieu de travailler comme un tout coordonnées et le cerveau commence en fait à s'éparpiller, à se séparer en régions qui travaillent de manière isolée, un peu comme des membres d'un groupe de musique qui finissent par faire une carrière en solo. Ok, jolie analogie. Joliment dit, c'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste de la BBC qui a couvert la nouvelle et l'analogie était jolie je trouvais. Et ces modifications seront davantage marquées durant la phase 5 vers 83 ans, la phase de vieillissement tardif, mais pour ce dernier groupe, important de le préciser, il était difficile de trouver des cerveaux qu'on considérait en santé pour les intégrer dans l'étude. Donc il y a peu de données, donc des résultats à prendre avec précaution. Et oui, évidemment. Attention aussi, c'est bien une étude impressionnante et inédite, certes, mais on garde en tête que c'est une étude transversale. C'est-à-dire qu'on a comparé des gens à des âges différents, mais on n'a pas suivi la même personne au fil du temps. Donc peut-être que chaque personne aurait eu un profil différent, une évolution différente. Là, on a regardé globalement tous les gens de cet âge, puis tous les gens de cet âge, puis tous les gens de cet âge. Donc, c'est pas tout à fait le même type d'étude. À noter aussi que l'étude n'a pas regardé les hommes et les femmes de manière séparée. Donc, c'est vraiment un gros mélange de tous les humains. Donc l'échantillonnage, il n'est pas parfait, en tout cas il ne répond pas à toutes les questions, même si on a énormément de données. Malgré tout, les données montrent que le cerveau évolue par grands chapitres. Ça, finalement, on n'est pas très surpris de ça, mais encore fallait-il le prouver. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi le risque de troubles mentaux et de démence varie tout au long de la vie. En tout cas, une actualité très intéressante, très chouette. Moi que j'ai pris le temps de lire, intense côté information, parce qu'en fait, ils ont pris plusieurs marqueurs pour mesurer un peu les connexions entre les différents neurones, et ils ont intégré ça dans des PCA qu'on appelle donc Principal Component Analysis, pour voir les données en fait, comment est-ce qu'elles peuvent corréler entre elles en plusieurs dimensions. C'est très 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 niché, très 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 aride comme information, mais les données restent quand même très intéressantes, et je suis sûr que ça va permettre de
poser les bases pour d'autres études dans le futur. On espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse toujours. On vous lit toujours, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à nous soutenir également sur Ulule ou à partager cette émission, ça nous soutient également. Cette émission ne dépend que de vous et de nous aussi, quand même. Faut pas exagérer. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus qui va apparaître à l'écran à un moment donné. Notre dernière mission d'actualité scientifique, on discute de l'impact des contenus courts sur le cerveau, de filtres de voiture, de cancer, de musique, de protection du climat avec les 5 découvertes de l'année, sans oublier l'actualité mystère bien évidemment. Évidemment. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, notamment sur sa chaîne Twitch, Science à la carte, et sur ses différentes plateformes. On vous remercie. Dites-nous dans les commentaires l'actualité que vous avez préférée. On vous écoute et on se retrouve au début mars. Bye bye. Bye bye. Puis on voulait rajouter quelques petits points, voilà, quelques petites choses qui nous sont passées par le cerveau à un moment donné. Toi, tu voulais nous parler surtout de la dernière actualité. Hein. Ouais, c'est la dernière actualité avec les 5 phases du cerveau. L'étude est hyper intéressante, elle est très complexe par exemple. Quand ils vont un peu plus dans le détail...